Bonsoir à tous, Kalispera Sas et Καλώς ήρθατε, bienvenue à l'Institut français pour la fête de la science, placée cette année sous le thème de la voie de l'océan. Alors, cette édition est également placée sous le thème du novembre numérique qui prend tout son sens ce soir avec notre dernière table ronde consacrée à un sujet au cœur des grandes transformations actuelles, l'intelligence artificielle au service de l'océan. La table ronde de ce soir nous invite à réfléchir à la manière dont les technologies d'intelligence artificielle renouvellent notre compréhension de l'océan, éclairent notre gestion des milieux marins et plus largement transforment notre relation au climat et à la planète. Alors évidemment, l'intelligence artificielle ne peut pas résoudre tous les problèmes, mais elle peut permettre de synthétiser très rapidement des données de notre planète, les données de notre planète qui sont essentielles à l'élaboration de solutions. Alors, nous avons le plaisir ce soir et l'honneur d'accueillir un invité français d'exception, Pierre Bahurel, directeur général de Mercator Océan depuis sa création en 1995. Vous êtes un visionnaire, vous êtes un pionnier de l'océanographie opérationnelle. Vous avez façonné au fil des années et des décennies une organisation qui est devenue incontournable dans le domaine de la prévision océanique mondiale. Et votre engagement est constamment orienté vers un objectif clair, construire un océan numérique ouvert, partagé et accessible au plus grand nombre pour protéger cet écosystème vital pour la vie sur Terre. Pierre Bahurel sera également accompagné de Jean Papoutsis, professeur associé à l'Université nationale technique d'Athènes et chercheur associé à l'Observatoire national d'Athènes, Evangelos Moschos, également cofondateur d'Amphitrite, start-up française spécialisée dans le traitement de données satellitaires pour l'analyse de la surface des océans et qui sera avec nous depuis Paris en visioconférence. Bonsoir, monsieur. La table ronde sera modérée par notre marraine de la fête de la science, Evie Nomikou, professeure de géographie physique et d'océanographie géologique à l'Université nationale et capodistrienne d'Athènes. Vous êtes une figure majeure de l'océanographie en Grèce, donc merci d'avoir marrainé notre fête de la science. Merci à toutes et à tous d'être présents ce soir et à ceux qui nous regardent en ligne pour cette discussion passionnante qui fera une transition parfaite avec un autre événement qui s'ouvrira demain à l'Institut français, le hackathon que nous organisons ici au service de l'océan et qui réunira pendant 48 heures plus de 70 participants passionnés d'intelligence artificielle et d'économie bleue, des scientifiques des données, des chercheurs en environnement marin, des étudiants, des professionnels, des représentants du secteur public et privé. Nous les accueillerons donc demain, à partir de demain pour 48 heures, pour leur permettre de collaborer et de développer des solutions innovantes pour un avenir plus durable et plus intelligent pour les océans. Encore une fois, merci d'être à l'Institut français. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente discussion et une excellente soirée. Ωραία. Νομίζω ακουγόμαστε, έτσι. Nous remercions l'Institut français et en tant que marraine de cette fête de la science, nous avons vécu des moments formidables dans le cadre des différents séminaires pour vous montrer notre amour pour l'océan. Et permets-moi de parler de l'océan au singulier et non pas des océans, en vous précisant que pour nous, la mer, c'est notre domicile, c'est notre maison, c'est notre foyer, et c'est ce que nous avons voulu transmettre aux enfants qui étaient ici présents, leur parler de la géologie marine, de l'environnement de ces océans, de tous les secrets que recèle la mer. Mais aujourd'hui, nous sommes réunis pour parler de l'intelligence artificielle au service des océans. Et cette intelligence artificielle a son anniversaire. Elle est à l'honneur. On en entend parler beaucoup. Et nous avons également de nombreux projets de recherche à l'université, et pas seulement dans des centres de recherche, et toujours associé à l'IA qui nous permet de mieux interpréter et comprendre les données des océans. Donc,
L'IA ouvre un nouvel horizon pour mieux comprendre notre océan, nos océans. Et aujourd'hui, les scientifiques et les startups se tournent vers l'IA en tant qu'outil qui peut transformer la façon dont nous regardons, nous examinons et protégeons les océans et l'environnement marin. Au cœur de tout cela, nous avons l'océan jumeau, euh, le jumeau numérique de l'océan, qui est une représentation virtuelle de notre océan, des différentes procédures océaniques fondées sur trois axes: les différentes observations à partir de satellites, les mesures sur place, les outils de l'IA et des modèles très avancés dont nous sommes dotés aujourd'hui. Un outil qui permet aux entreprises, aux scientifiques, aux chercheurs de contribuer à l'élaboration de la politique maritime. Elle est élaborée par Mercator, par cette instance, entité flamande et par d'autres entités. Comment l'intelligence artificielle change la science des océans? Les algorithmes actuels, le deep learning et le machine learning, comme on les qualifie, traitent des données immenses euh, qui sont collectées à partir des outils que l'on place en mer ou pour recueillir des données des mers à travers des missions satellitaires, à travers différents réseaux, des véhicules robotiques sous-marins, des plateformes indépendantes, ce que on appelle des véhicules sous-marins indépendants. Ceci nous conduit à la capacité de l'intelligence artificielle de reconnaître des formations sous-marines, des cratères, des différents champs hydrothermiques avec une exactitude qui va au-delà des capacités humaines. C'est une cartographie qui se fait de manière très précise, moins coûteuse et qui peut être applicable au niveau mondial. Il y a pas longtemps, nous avons eu la réunion de GEMCO, qui est l'organisation internationale qui cartographie, identifie les formes sous-marines. Et un des points qui a été traité, c'était de savoir comment l'IA peut nous donner des cartes qui, peuvent nous permettre de cartographier la mer. L'IA, donc, nous a permis de mieux comprendre les données sismiques également. Donc, l'IA peut collecter différents signaux à partir de satellites ou d'engins sous-marins, ce qui nous permet de mieux comprendre les différentes procédures et les différentes opérations sous-marines et pour protéger également l'être humain et les zones côtières. Nous avons donc la surveillance des écosystèmes, de l'identification des microplastiques jusqu'à la protection des écosystèmes marins. Elle nous permet de protéger les différentes régions marines que la Grèce voudrait également protéger. Nous avons des modèles de haute analyse basés sur l'IA qui permettent de mieux prévoir la température, la salinité, les courants, l'acidification des océans et les phénomènes extrêmes dans les océans. Ce sont des connaissances donc cruciales pour élaborer des politiques et pour préserver l'économie bleue. Ceci nous permettre de mieux comprendre l'océan, la mer. L'IA, ce n'est pas qu'une nouvelle technologie, c'est une nouvelle manière de voir en profondeur, de mieux entendre et d'anticiper les changements au sein des océans. C'est une technologie qui est développée depuis plusieurs années. C'est une collaboration entre la France et la Grèce qui vise à protéger l'environnement marin, à garantir la sécurité des sociétés, à promouvoir l'innovation
population et la vie future en mer. L'intelligence artificielle n'est pas qu'une approche théorique de la recherche marine, elle est là pour nous aider à mieux comprendre l'océan, à prévoir les changements cruciaux et à proposer des solutions afin de protéger cette partie de notre planète au bénéfice des générations futures. Et comme on dit aux enfants, résoudre le secret, le mystère des océans. Il y a quelques années, on aurait pu parler de toutes ces données. Nous avons donc avec nous d'éminents intervenants. Pierre Baël, c'est le directeur général de Mercator Ocean, spécialisé en océanographie et système océanographique. Il a joué un rôle très important dans les modèles d'anticipation des changements des océans. Il est responsable de Copernicus Marine Service au niveau européen et aujourd'hui, il dirige le développement d'un système de la plateforme, le jumeau numérique de l'océan. L'objectif est de soutenir la politique de promouvoir l'innovation, croisement de la science, de la technologie et de la gouvernance politique. De manière générale, il va nous présenter comment l'océan numérique est devenu un outil fondamental pour les autorités publiques. Notamment, au cours des 20 dernières années, l'Union européenne et les États membres ont investi dans des systèmes d'observation des océans, dans des modèles numériques, et toutes ces tentatives à travers le temps constituent un fondement solide pour le développement de nouveaux services d'information. Ceci nous permet d'avoir des modèles fiables des océans associés à l'IA et nous permet de mieux anticiper, de prévoir les changements dans les océans. L'intégration de l'IA, cependant, dans des questions aussi cruciales, impose une gouvernance et un contrôle opérationnel afin de garantir la fiabilité, la transparence et l'usage responsable. Nous avons également avec nous Evangelos Mosros, grec qui vit en France. Il est cofondateur d'Amphitrite, une société qui met à profit, qui exploite les différentes données satellitaires pour aider les entreprises et les personnes de la mer à améliorer chaque mille marin. En même temps que la création de l'entreprise, il a fait un doctorat en océanographie, donc vous êtes océanographe, et il dirige la création de modèles pour la marine, pour la navigation. Il collabore avec des capitaines pour un outil basé sur l'IA et sur les données maritimes. Il va nous présenter la façon dont nous exploitons les satellites et l'IA pour produire des données fiables de l'océan. Et des compagnies soutiennent également les compagnies maritimes et à naviguer de manière plus sûre. Avec nous, sur le plateau, nous avons Ioannis Papoutsis, professeur agronome à l'Université nationale technique d'Athènes et collaborateur de l'Observatoire d'Athènes et de l'entité Archimède. Il participe au développement de méthodes qui permettent de mieux comprendre l'impact du changement climatique et des catastrophes naturelles. Il va nous présenter comment la télédétection associée à l'IA peuvent prévoir des changements sur notre planète.
Il va également présenter le rôle de la variabilité du climat et également les modèles de développement d'intelligence artificielle pour pour mieux identifier des incendies de forêt. Nous avons donc 3 intervenants qui sont experts dans 3 domaines liés à l'intelligence artificielle et c'est avec beaucoup d'intérêt que nous allons vous écouter. Pierre, vous avez la parole. Efkaristo. Kalispera. Bonsoir. Je vais vous parler en français. Je commence par remercier l'Institut français pour cette belle soirée, et en particulier Mathieu et Katerina et toute l'équipe. Je suis très heureux d'être ici, vraiment très heureux, et très heureux de partager la soirée avec des éminents spécialistes d'intelligence artificielle. Je voudrais vous parler d'océan numérique et vous dire que nous tous qui travaillons dans cette océanographie très numérique, on sent très clairement la grande urgence de bien faire. C'est-à-dire on sait très bien qu'on n'a pas le droit à l'erreur et qu'il faut absolument être capable de construire les systèmes d'océanographie numérique qui vont permettre de prendre les décisions pour protéger les océans. Et je voudrais vous montrer un exemple avant de démarrer. Je ne sais pas si c'est ça. Est-ce que... Voilà. Ce que vous avez à l'écran, qui devrait s'animer, c'est l'équivalent des incendies sous-marins. On sait en Grèce comme en France que tous les étés, on est effrayé par la destruction que les incendies peuvent apporter sur notre territoire. Sous l'eau, c'est la même chose. En pire, les taches de couleur jaune et orange sont des vagues de chaleur qui signifient que pendant au moins 5 jours consécutifs, les températures sont supérieures à tout ce qu'on n'a jamais observé jusqu'à maintenant. Et il y a certaines zones du globe où ça a duré 300 jours. Pendant 300 jours, les écosystèmes ont souffert de températures qui sont supérieures à tout ce qu'ils ont vu jusqu'à maintenant. 62% de la Méditerranée a été touchée par ça. En juin cette année, c'était 5 degrés au-dessus des saisons, au-dessus des moyennes saisonnières. Dans la Baltique, c'était 9 degrés au-dessus. Donc, si on veut être capable d'expliquer ça, il faut modéliser un océan numérique complet. Ce n'est pas simplement la surface. On a observé des vagues sous-marines comme ça à 1500 mètres de profondeur. Ce n'est pas simplement aujourd'hui. Il faut faire des prévisions, il faut revenir dans le passé. Et donc, c'est tout ce qu'on fait aujourd'hui. Et je dirige une organisation qui s'appelle Mercator Océan, qui depuis plus de 20 ans, 30 ans, a numérisé tous les océans pour arriver à décrire dans les 3 dimensions, aller jusqu'en profondeur, revenir dans le passé, faire des prévisions, toutes les températures, les salinités, les vagues, la présence de glace, le CO2, toutes les variables qui sont nécessaires pour comprendre l'océan. On les a modélisées petit à petit pour arriver à quelque chose qui est le plus proche de la réalité possible. Et on n'a pas fait ça simplement, nous, à Mercator Océan, mais on l'a fait avec tous les instituts avec lesquels on collabore au niveau européen. C'est-à-dire qu'on a mis en réseau tous les instituts qui travaillent sur ces sujets-là, comme ici en Grèce, par exemple, le HCMR, le Hellenic Center for Marine Research, est celui qui, dans tout ce grand système européen, fournit tous les champs de vagues pour la Méditerranée. Et on fait ça, et on a mis tout ça en libre service, donc n'importe qui peut aujourd'hui accéder à cette information-là. Vous n'avez pas le droit d'habiter sur une planète qui est recouverte à 70% d'océan, sans être capable à tout moment de savoir quelle est la température de l'eau ou la prévision de salinité à 3000 mètres de profondeur dans le Pacifique Sud. Vous avez accès à cette information-là, et finalement, vous avez un peu intérêt à la connaître parce que votre avenir en dépend. Et j'ai un premier message pour vous aujourd'hui, c'est que nous ne sommes pas les seuls ici dans cette salle à comprendre que l'océan numérique est important. Aujourd'hui, on a beaucoup travaillé pendant des années à développer un océan complètement numérisé. Et aujourd'hui, c'est un océan numérique, une information qui est attendue,
qui est attendu par des politiques. En 2024, ici, à Athènes, vous avez accueilli une grande conférence internationale avec une envoyée spéciale pour l'océan qui est rattachée au Premier ministre, Mme Megvernopoulou, qui avait organisé cette grande conférence mondiale sur l'océan ici à Athènes. Et un an plus tard, à Nice, en France, il y avait la conférence des Nations Unies sur les océans. Ça veut dire qu'on a des chefs d'État et de gouvernement qui se réunissent et qui parlent que d'océan, et qui regardent tous ensemble ce qu'ils ont à faire et ce qu'ils peuvent faire pour essayer de comprendre comment protéger les océans. Et même aujourd'hui, à la COP à Bélène, il y avait un pavillon océan où les gens se sont succédés pour essayer de comprendre. Et moi, mon rêve, c'était de développer, grâce à tous les systèmes numériques et d'intelligence artificielle que Ioannis ou Evangelos vont montrer, je voulais mettre en fait les leaders politiques devant un tableau de bord et leur dire, voilà, faites des choix et regardez ce qui se passe. Faites le choix de multiplier par 2 le CO2, allez-y, et regardez ce qui se passe, regardez comment l'acidité des océans va augmenter, regardez l'impact sur les poissons. Et donc j'avais rêvé de faire un tableau de bord. Il me manque la moitié des trucs, donc j'ai un peu des effets qui sont, qui sont perdus. Alors, j'avais comme espoir de faire un tableau de bord géant avec l'océan numérique et de mettre devant tous les responsables politiques qui allaient se succéder. Et on l'a fait, en fait. Et la photo qui me manque ici, c'est Madame von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, qui est restée pendant 30 minutes avec nous à jouer avec tous les boutons pour essayer de voir comment l'océan numérique pouvait réagir à ce qu'elle faisait. Et c'est là qu'est née l'idée d'un océan numérique européen, c'est-à-dire un jumeau numérique de l'océan mis à disposition de tout le monde, les femmes et les hommes politiques comme les citoyens, et qui serait capable de diffuser de l'information et qui vous permettrait d'interroger pour comprendre ce qui est en train de se jouer au niveau de l'océan. C'est ce qui s'est passé, et juste après nous avoir quittés, elle a annoncé le pacte pour l'océan, qui est un pacte européen qui va mettre en place un certain nombre de dispositifs pour protéger l'océan, et qui va l'année prochaine déployer tout un ensemble d'actions pour ça. Et donc, le jumeau numérique de l'océan est un des éléments. Et la bonne nouvelle, c'est cette nouvelle-là, c'est que l'océan numérique est prêt. C'est-à-dire qu'on a bien travaillé pendant toutes ces décennies, tous les océanographes en Grèce, en France, en Europe, un peu partout. Et on a aujourd'hui une base qui est, décidément, qui est assez formidable. On y respecte aujourd'hui, on va vous parler de ça maintenant, d'intelligence artificielle. On est capable d'accélérer, de faire plein d'outils pour essayer de comprendre le devenir des courants, comment vont évoluer les populations de poissons, qu'est-ce qui se passe si je optimisais un routage maritime. On va injecter plein d'innovations, mais on a une base déjà de numérisation de l'océan qui est assez extraordinaire et qui est basée sur ce que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire que pendant plus de 20 ans, on a intégré progressivement dans un super logiciel qui décrit l'océan dans toutes ses dimensions, des satellites. Ce que vous voyez sur la gauche, c'est des traces de satellites qui vont observer ce qui se passe à la surface. Des bouées, les petits points qui clignotent, ce sont des bouées qui vont aller voir jusqu'à 2000 mètres de profondeur et qui reviennent en surface, qui transmettent par satellite et qui replongent. Donc on a des points sur la verticale, on a des points en surface, et on a un logiciel capable d'interpoler tout ça. Parce que le grand drame de l'océan, c'est qu'il est très peu observé. On n'y va pas beaucoup quand même dans l'océan, donc on n'a pas assez d'informations. Donc ces petits points de mesure sont très précieux, mais il n'y en a pas assez. Et les satellites ne voient que ce qui se passe à la surface et ils sont aveugles sur tout ce qui se passe sous la surface. Mais cette histoire de jumeaux numériques, de logiciels et de modélisation permet d'extrapoler ça, et on est capable de représenter en 3 dimensions l'océan. Donc on est capable aujourd'hui de vous décrire la situation de la surface jusqu'à 5000 mètres de profondeur, aujourd'hui comme la semaine prochaine où il y a 30 ans de ça. Et on va vous donner une réplique de ça, et c'est ouvert et gratuit, et n'importe qui et tout le monde a accès à ça. Parce que la Commission européenne qui finance ce genre de choses a décidé que c'était ça, c'était un bien commun qu'il fallait partager. Ensuite, vous faites du business avec ça. Vous allez faire du sauvetage en mer, vous allez lutter contre la pollution, vous êtes un acteur d'État ou un acteur privé, vous allez valoriser cette information-là. Mais le logiciel qui tourne derrière, il est de cette dimension-là, c'est-à-dire qu'il y a 10 milliards de points qui décrivent l'océan. Toutes les 2 minutes, 30 variables qui sont mises à jour. Toutes les 2 minutes, sur 10 milliards de points, un Mercator Océan, on met la température, la salinité, le CO2, les vagues, la glace, le phosphate, le nitrate, tout ça, on le met à jour pour que vous ayez une information la plus précise possible de ce qui se passe. Et ensuite, une fois qu'on a ça, vous êtes capable désormais de naviguer dans toutes ces dimensions-là. Alors vous voyez la température, vous voyez le phytoplancton, la vie. Vous allez pouvoir caractériser avec ça des cartographies de ce qui se passe au fond de l'eau.
vous allez voir la densité de bateaux de pêche, vous allez regarder des courants de façon plus précise, vous allez zoomer, dézoomer, vous allez projeter les aires marines protégées, vous allez regarder les câbles sous-marins. Vous pouvez ensuite rajouter de l'activité humaine par-dessus un environnement numérique, qui est un environnement numérique qui est l'océan dans toutes ses dimensions. Donc c'est ce qu'on a aujourd'hui comme outil. Et évidemment, une fois qu'on a ça, on joue. C'est-à-dire qu'on le fait avancer, on le fait zoomer, on peut aller regarder ce qui se joue en Grèce, on peut aller regarder ce qui se joue dans le Pacifique, on peut aller en profondeur, on peut aller dans le passé, on peut aller dans le futur. Ce que vous avez ici à l'écran, c'est quelques exemples d'une information qui, ici, vous avez les courants. Si vous distinguez bien, vous allez voir apparaître les câbles sous-marins qui sont pas mal de traits à peu près. Voilà, vous les voyez ici. Et à partir de cette information numérique, on peut construire toute une pyramide de systèmes qui vont aller se parler, s'interconnecter, des systèmes d'aide à la navigation. Ça, Amphitrite va vous le montrer juste après. Des systèmes d'aide à la pêche, des systèmes de protection des espèces marines, des systèmes de lutte contre la pollution. Et toute cette compréhension-là, il y a une infinité de choses qu'on peut faire avec. Et en particulier, on peut commencer à expliquer aux politiques ce qui est en train de se jouer. Donc on va simplifier, évidemment. On ne va pas aller sortir des pétaoctets d'informations. On va faire des rapports plus simples, un indicateur de niveau de la mer qui est en train de monter, de l'acidité qui est en train d'augmenter. Et tous ces rapports-là sont édités chaque année et diffusés. Et ce que vous avez sur l'écran, qui est le Ocean State Report, qui est un rapport qu'on fait tous les ans depuis 9 ans, c'est un des rapports les plus téléchargés et les plus utilisés et qui est très attendu aujourd'hui. Mais je voudrais vous montrer ça aussi. Parce que vous voyez, on a maintenant ce nouveau visage de l'océan. Une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a numérisé, que vous avez accès à toute cette information-là, vous êtes capable de commencer à jouer avec différents secteurs d'application. Vous pouvez regarder ce qui se passe pour les espèces vivantes, pour regarder comment les tortues peuvent évoluer là-dedans. Vous allez regarder comment la pêche va évoluer sur les 50 ans qui viennent. Vous pouvez regarder comment la pollution de plastique va ou pas aller polluer les plages de la Méditerranée. Vous pouvez aller regarder si le niveau de la mer va détruire des habitations en fonction des scénarios que vous avez. Vous commencez à jouer avec différentes choses. Prenez l'écran du milieu. Donc c'est ce que Madame van der Leyen regardait sur cette photo que je n'ai pas réussi à vous montrer. C'est ce visage de l'océan numérique. Regardez celui du milieu. On va aller sur le plage du Costa Rica. On est d'accord que depuis tout à l'heure, je vous ai construit un océan numérique. Vous avez compris que vous pouvez plonger dans toutes les dimensions. On va faire naître des tortues numériques. Les tortues numériques, on va les faire naître sur les plages du Costa Rica. Ça veut dire que les physiciens de l'océan que nous sommes, on discute avec des biologistes marins, on leur demande de nous décrire de façon assez précise le comportement des tortues juvéniles, comment elles vont évoluer en fonction de la température, la présence de nourriture ou pas. En fonction de ça, on modélise le dispositif et on est capable de décrire l'évolution et de les faire grandir dans notre système. Donc on va voir grandir des tortues numériques dans un océan numérique et on peut les regarder pendant 3 mois, 3 ans, 10 ans, et vous regardez ce qui se passe. Et comme vous connaissez la présence, la cartographie des bateaux de pêche, parce que là vous avez des systèmes panolocalisés, vous pouvez croiser une carte de présence de bateaux de pêche avec ces espèces marines protégées que sont les tortues. Et vous pouvez en déduire des cartes de probabilité de pêche accidentelle. Et c'est ce qu'on va faire ensemble pour vous montrer un exemple de système. Vous voyez, les tortues, ce sont les petits points roses qui sont en train de naître au large du Costa Rica. Donc elles prennent le courant, elles grandissent, elles vont aller se nourrir, elles nagent un petit peu pour aller trouver de l'eau chaude ou trouver de la nourriture. Et petit à petit, elles vont grandir. Et donc, si on continue comme ça, on va être capable de modéliser leur probabilité de présence dans le Pacifique, puisqu'on se trouve dans le Pacifique, comme vous l'avez reconnu. Ensuite, on croise ça avec la probabilité de zone de pêche. Et quand c'est rouge foncé, ça veut dire qu'il y a une probabilité d'avoir des bateaux et des tortues, donc un risque de pêche accidentelle. Et ensuite, à vous de jouer. Vous cliquez sur les petits boutons ici, vous coupez la pêche en avril, en juin, en juillet, en août, et vous regardez comment l'information vous dit comment vous allez réduire le risque. Si, par exemple, vous avez une aire marine protégée parce que vous êtes en train de faire ça, parce que vous êtes le président du Costa Rica, vous avez l'intention de faire ce genre de choses, vous pouvez regarder comment, en travaillant avec ce genre d'outils, comment optimiser la protection de votre aire marine protégée en interdisant, par exemple, la pêche au mois d'avril et en laissant les pêcheurs travailler le reste du temps. Donc, ce genre d'outil vous permet de faire des essais, des erreurs, de tester,
de faire plein de choses en océan virtuel, sans conséquence sur le vrai océan, pour faire les bons choix derrière. Donc évidemment, derrière, vous pouvez imaginer tout imaginer. Mais depuis que je vous parle, on est passé d'une océanographie du livre, ce qu'on prenait avant, on regardait le Gulf Stream, on avait un trait, à la photo. Je vous donne la carte du jour. Et là, maintenant, on est passé en cinéma. On est sur Netflix un peu là, c'est-à-dire que maintenant, on joue avec cet océan, il a plusieurs facettes. Et ce qu'on va voir juste après, c'est qu'on passe aux jeux vidéo, ça veut dire qu'on peut interagir et on peut commencer à jouer et à vraiment naviguer là-dedans. Mais je voudrais clore avec le dernier point, qui est qu'une fois qu'on a fait tout ça, tout est possible, franchement. C'est assez génial. Et notre responsabilité, à nous trois qui parlons ce soir devant vous, mais à toute la communauté qu'on représente, c'est d'être certain que cet océan numérique est un espace de confiance, c'est-à-dire que ce qu'on va dire est la vérité, qu'elle est tout le temps vérifiée, tout le temps vérifiable. Je vous donne cet exemple ici. C'est en Tunisie. J'étais avec une organisation qui ramasse des bouteilles de plastique sur les plages. Travail extrêmement important et extrêmement frustrant parce qu'on passe notre temps à ramasser des bouteilles et c'est tout le temps ça. Et je leur montrais comment le plastique qu'ils ramassent, s'ils l'avaient laissé, comment il irait polluer les plages de Libye, mais pas que Libye aussi. Hein. Il y a aussi le Liban, il y a presque la Turquie, il y a quelques points qui apparaissent en Grèce. Donc on voit en fait tout l'impact d'une pollution au plastique sur les plages d'origine tunisienne. Où est-ce que ça va dans la Méditerranée? Et donc, comme on peut jouer avec ces logiciels, on peut aussi les faire jouer à l'envers, on peut regarder aussi d'où vient le plastique de la Tunisie. Et là, on voit que le plastique de Tunisie vient surtout d'Algérie. Alors, on pourrait s'arrêter là et créer des incidents entre les deux pays, mais on voit aussi que les Espagnols sont fautifs, que les Français sont fautifs, que les Italiens le sont un petit peu aussi. Et donc, ça nous dit plusieurs choses. Ça nous dit que, d'abord, on ne peut pas régler ce problème si on n'a pas un accord entre tous les pays dans le bassin méditerranéen. Donc, ce n'est pas un problème national, c'est intergouvernemental. Ça nous dit aussi que ce genre de logiciel, s'il est entre de mauvaises mains, il peut créer quand même des problèmes entre les gens. Donc, vous avez intérêt à être très clair sur la qualité de ce que vous y mettez, la vérification, et d'être très évidemment attaché à une science vérifiée et vérifiable, ce qui est le cas de tous les gens qui vous parlent ce soir. Et donc, on a une communauté en Europe, on est assez chanceux d'être soutenu pour ça, mais on est très mobilisé pour répondre à ce besoin d'information opérationnelle avec un très très haut niveau d'exigence scientifique. La cascade d'informations que vous allez voir ce soir, j'ai commencé par une prévision très générale, ce qui est mon travail. Ce qu'Evangelos va vous montrer tout de suite, c'est un service d'intérêt d'experts avec du sectoriel, donc très spécialisé, et toute cette cascade d'informations est tout le temps vérifiée avec la meilleure science. Et même au niveau de la prévision générale, puisqu'on parle d'intelligence artificielle, je vous montre ici comment l'intelligence artificielle, dans une prévision générale à Mercator Océan, a complètement changé la donne. Sur la droite de l'écran, c'est notre nouveau système qui est à base d'IA. On fait une prévision en 3 secondes. Sur la gauche, c'est le système lequel on a travaillé, on met 6 heures. On consomme 1500 kWh pour faire une prévision. Avec l'IA, on consomme 1 Wh. C'est comme comparer une baleine avec une sardine. Ça va beaucoup plus vite. Ça va beaucoup plus vite. Ça va très très vite. Donc c'est très bien, mais il faut être encore plus équipé pour vérifier ce qu'on est en train de raconter. Et je finis avec cette histoire-là. La Grèce, le gouvernement de la Grèce et le gouvernement de la France et tous les pays européens qui sont impliqués dans cette affaire, ils sont plus de 30, ont décidé de transformer Mercator Océan en une organisation intergouvernementale. Ça veut dire que ce sont les États qui prennent la gouvernance de ça, justement pour protéger ce modèle d'information, en disant clairement au monde entier, on veut un système de gouvernance des océans basé sur la science. Et on veut protéger ça. Et donc on est en train de créer cette organisation. C'est aussi une des motivations d'être en Grèce aujourd'hui, pour pouvoir avoir la première organisation de ce type en Europe, qui va nous permettre de créer des standards, qui va nous permettre de créer des standards de qualité, des standards de coopération au niveau international, et qui va, à chaque fois qu'on met en place des systèmes d'information opérationnels de ce type, sera basé sur une science. Et donc, c'est ce qui va nous arriver dans les 2-3 ans qui viennent, c'est à ça qu'on travaille. Et j'étais venu il y a quelques mois ici même au Parlement grec, et la résonance évidente qu'il y a de façon intellectuelle et d'un point de vue scientifique entre ce qui se passe en France et ce qui se passe en Grèce sur le secteur maritime, me donne beaucoup d'espoir. Et je finis avec ça pour vous dire, voilà, maintenant ça bouge, voyez-vous. Et
vous comprenez maintenant un peu mieux que l'océan est en train de brûler et qu'on a besoin d'avoir des outils numériques pour pouvoir comprendre ce qui se passe, l'expliquer, le partager, le vérifier et proposer des solutions à tout ça. Je vous remercie beaucoup. Ευχαριστούμε πολύ. You can understand. Ευχαριστώ. Thank you. Merci beaucoup. Les questions vont être posées à la fin, après les interventions. La parole maintenant à Monsieur Evangelos Moschre. Je ne sais pas s'il va parler en français ou en grec. Bonsoir de Paris. Je vais vous parler en français. Je vais d'abord remercier Mathieu, Caterina, Nefeli pour l'organisation et pour l'invitation. Présentation, ça me donne un bon relais. Donc, je vais partager mon écran pour vous présenter Amphitrite et quelques mots sur moi aussi. Donc, effectivement, je me trouve à Paris. Je terminais mes études ici. Je commençais à Polytechnique en Grèce et je terminais ici à ce qu'on appelle ici Polytechnique en faisant un doctorat entre océanographie et intelligence artificielle. Et c'est vrai que là, il y a 5 ans, c'était une niche. On était une vingtaine de personnes dans le monde. On s'est retrouvés à parler de ces sujets qui a depuis vraiment créé toute une communauté. Parce que comme ça a été dit par Evie dans l'introduction, l'océan est vaste dans toutes ses dimensions. Donc, les données et l'observation qu'on peut y obtenir, elle est aussi énorme. Et donc, l'IA est une science qui se base sur la donnée. Voilà, elle a beaucoup à faire quand il s'agit des océans. Donc, entre-temps, en étant doctorant en France, je fondais une entreprise avec 2 de mes collègues chercheurs à l'époque, qui sont aujourd'hui mes cofondateurs et avec plein d'autres personnes qui nous ont rejoints pour créer une véritable équipe aujourd'hui. Une équipe qu'on appelait Amphitrite. Donc, sans doute, vous connaissez en Grèce comme la femme de Poséidon. On a voulu lui rendre hommage, moins connu que son mari. Aujourd'hui, une start-up dans le domaine de ce qu'on appelle Ocean Tech. Donc, qui cherche à créer vraiment à utiliser la donnée de l'océan pour des applications concrètes dans le monde maritime. Donc voilà, quelques mots d'introduction sur nous. Comme je vous ai dit, on provient des laboratoires de recherche et des universités en France. Mais aujourd'hui, on est une équipe internationale de moins 8 nationalités, y compris des Grecs avec nous. Et on combine une expertise qui est nécessaire donc pour faire ce type d'application. Il faut bien entendu connaître l'utilisation de l'IA et on parle surtout de modèles de traitement d'images parce qu'il y a beaucoup d'images de l'océan, mais pas que. Mais ensuite, il faut toujours savoir la physique sous-jacente, je dirais, parce que l'IA sans la connaissance de phénomènes qu'on veut modéliser va s'avérer pas très performante. Donc, on combine l'expertise océanographique dans ce cas-là et un troisième, mais très important, il faut savoir maîtriser la donnée que l'on obtient, à savoir sur l'océan, l'observation par satellite, sachant qu'un satellite, souvent, par exemple, vis-à-vis un bateau transocéanique qui fait des traversées transocéanique, peut être plus proche de ces bateaux-là que la Terre. D'accord. Donc, le satellite, il est très important pour l'observation de l'océan, mais aussi, comme Pierre l'a montré, des observations qu'on peut obtenir in situ dans l'océan. Je vais vous le montrer par la suite. Voilà, pour vous montrer un peu qui nous sommes. Aujourd'hui, on a grandi à une quinzaine de personnes grâce au financement des sources privées, de ce qu'on appelle la venture capital, mais aussi nos clients qui nous font confiance. Et on s'inscrit sur une tendance, je dirais, qu'on observe aujourd'hui dans le monde du numérique. Cette tendance, je ne sais pas à quel point elle est connue de cette audience, mais c'est que le géant de la tech, que vous connaissez sans doute quand on parle d'NVIDIA, quand on parle de Google ou de Microsoft, ils se sont mis, comme dans toutes les choses, aussi dans la prédiction de la météo. Avec les modèles d'IA, Pierre a fait une super analogie avant que vraiment il s'agit de sardines à côté des baleines qui étaient les anciennes méthodes.
à cause de leur vraiment le puissance de calcul. Vous savez, on accuse souvent, et pour de vrai, l'IA d'être un consommateur monstre d'énergie. Mais dans des cas comme ça nous permet à modéliser des systèmes complexes comme l'océan, voire l'atmosphère, avec un modèle qui est finalement beaucoup plus léger de ce qu'on avait auparavant. Donc, tous ces géants-là se sont mis à modéliser le phénomène physique multivariable et dimensionnel qui est l'atmosphère. Et très récemment aussi, Mercator Océan était pionnière à créer une telle modélisation par IA de l'océan en 3 dimensions de l'océan global. Alors, où s'inscrit Amphitrite dans ces tendances? C'est que nous, on fait confiance à ces institutions ou bien ces entreprises pour la modélisation globale et on a des partenariats entre eux, notamment avec Mercator. Mais on veut apporter la donnée pour des applications très ciblées et dans le monde maritime. Et donc là, il va falloir être très précis sur une variable donnée. Donc, au lieu de simuler tout l'océan, par exemple, et toutes ces dimensions et variables, on va aller se concentrer sur des variables spécifiques qui posent problème aux opérateurs eux-mêmes. Par exemple, je vous amène ici un peu plus au sud de là où vous êtes actuellement, donc entre Crète et Chypre, en mer Méditerranée. Et on va voir 3 images qui étaient prises à peu près au même moment par 3 instruments satellites différents. Donc à gauche, on va voir ce qu'on appelle un capteur du visible, dans le spectre du visible. C'est comme une image, ce que vous pouvez peut-être voir si vous survolez cet espace par avion, la couleur de l'océan. Et donc, c'est un proxy du teneur en chlorophylle, les eaux qui vont refléter la lumière à cause de l'existence du phytoplancton où vont l'absorber. Au milieu, vous avez un capteur d'infrarouge donc, qui nous informe sur la température des eaux. Donc, vous voyez des eaux plus froides en bleu au nord ou des eaux plus chaudes au sud. Et donc, déjà, avec ces 2 images, vous voyez un océan qui bouge, un peu comme si vous mettez un peu du lait dans votre café et vous commencez à remuer. Et à droite, on a un autre type de satellite qui nous informe sur l'auteur de la surface de la mer. Donc, tout ça, comme je dis, c'est un proxy et c'est notamment grâce à l'IA qu'on peut faire un processing de toutes ces images en simultané pour régénérer la circulation de l'océan. Et non seulement on peut faire ça en temps réel, mais on peut le faire avec vraiment une super précision quand on regarde des structures comme ce que je vous montre ici avec mon souris. Et on est capable à les positionner en temps réel. Et aujourd'hui, c'est un forecast, c'est un modèle qu'on va pouvoir faire tourner dans l'océan global chaque jour pour produire aussi un forecast parce qu'on a l'océan qui bouge et l'IA peut prédire comment ces structures-là vont se transporter dans l'océan dans un futur proche, disons dans 1 ou 2 semaines, en nous disant précision, une précision qui est complètement novatrice, grâce à l'observation satellite qui est très précise, on arrive à améliorer par un facteur de 2 tout ce qui est valeur excellente et à diminuer les erreurs de modèles classiques par un facteur de 3 sur toutes ces régions du monde de fort courant océanique que je vous montre. Et bien entendu, il faut pouvoir faire confiance, comme a dit Pierre, à tout modèle, on doit les questionner. Ne vous inquiétez pas, c'est nos clients qui vont les questionner le premier quand on leur montre surtout quelque chose d'innovant. Donc, on va aller chercher des observations dans l'océan. Il y en a moins que pour les satellites, mais grâce à des plans de campagne océanographiques qui étaient menés, aujourd'hui, on a des gros ensembles de données, par exemple avec des bouées flottantes que je vous montre à gauche, ou bien des instruments au bord des navires que vous avez au milieu ou à droite. On observe, par exemple, le courant sur place et on va comparer ces résultats avec nos modèles et nos forecasts pour qualifier le modèle que je vous ai montré avant. Eh bien, on s'intéresse aussi à la modélisation d'autres variables. Aujourd'hui, nous sommes en train de sortir un modèle des vagues, de modélisation des vagues, qui, grâce aussi à l'observation des satellites, peut reproduire des interactions, là encore à très fine échelle, entre le courant océanique et les vagues, qui va, ici on est au sud du Cape Town, en Afrique du Sud, le courant va souvent amplifier
les hauteurs de vagues. Donc là, un commandant qui navigue dans cette zone, qui a prévu avoir un 4 mètres devant lui, se retrouve avec des vagues de monstres de 7 mètres, et donc ça pose insécurité à son navire, à son équipage. Donc voilà, on cherche à améliorer plusieurs variables océaniques et leur prédiction, mais la question très importante quand on crée une entreprise, c'est pourquoi faire, pour quelle valeur ajoutée à la fin du jour. Donc je vais vous parler de quelques applications le plus rapidement possible, en commençant par ce qui nous porte le plus et ce que je pense est très intéressant pour le monde grec, c'est l'industrie du transport maritime. Donc c'est le pilier de la globalisation, il n'y a pas de question, mais c'est aussi un pilier de l'économie grecque. Donc, cette industrie qui transporte 90% des marchandises aujourd'hui, même si elle est propre par rapport aux autres modes de transport, par son échelle, elle consomme beaucoup. Vous voyez le chiffre de ce qu'elle consomme. Et on peut faire attention aussi aux émissions de CO2, donc qui sont assez importantes. Ça représente 3% des émissions globales. Donc, c'est pour ça que les instances comme l'Organisation maritime internationale mettent de la pression aujourd'hui pour trouver des solutions. D'accord? Et il y a plein de solutions. D'accord? Donc, nous, on est une brique, mais nous sommes avec d'autres entreprises, y compris des exemples avec beaucoup de succès en Grèce. Nous sommes la brique qui peut être appliquée aujourd'hui. C'est-à-dire, la donnée, l'IA, peut servir à aujourd'hui optimiser le trajet de ces navires pour réduire les émissions à carburant, pour tendre vers les navires à zéro émission avec l'ajout d'autres technologies, comme par exemple les nouveaux modes de propulsion. Et donc, nous, ce qu'on va faire, là où les commandants, en utilisant le mode classique, vous voyez par exemple une traversée de l'Atlantique sur l'écran, ce qu'on va faire sur ces voyages-là, souvent, c'est on va se décaler, on va choisir la route A ou route B que je vous montre ici, on va se décaler de plusieurs milliers de milles nautiques pour surtout éviter les grosses tempêtes, d'accord, pour la sécurité de l'équipage à bord, du navire, de ceux qui transportent. Sauf que, avec la donnée très précise, on peut optimiser davantage à fine échelle pour vraiment économiser du carburant. Et qui économise du carburant émet moins du CO2. Donc, je vous montre, avant de vous montrer ce qu'on a fait en mer plusieurs fois, je vous montre aussi ce qu'on a eu comme avis des commandants. On leur demande quelle confiance vous faites aux données que vous avez et ils nous disent globalement ici que parmi 200 commandants qu'ils sont plutôt contents des informations qui sont sur le vent et les vagues. Ça, c'est le modèle global de l'atmosphère. Mais quand il s'agit du courant qui change à fine échelle, les informations qu'ils ont sont plutôt pauvres. Donc, c'est ça qu'on a cherché à améliorer avec l'IA. Et puis, on est allé avec eux sur plein de trajets différents. Aujourd'hui, on route une centaine de navires partout dans le monde. Mais je vous montre ici quelques exemples. Par exemple, la mer Méditerranée, où on prend une route, on va dire, directe. C'est un peu comme une avenue en Méditerranée. On ne va pas chercher à se décaler de notre route. Là, on fait des exemples en Méditerranée ouest où on cherche à surfer, si vous voulez, sur les courants, au lieu d'aller à son encontre. Vous voyez, une fois qu'on a positionné ces structures-là sur la carte bien, grâce à l'IA, grâce aux satellites, on peut. C'est très simple pour les commandants d'échanger des quelques milles nautiques sa route. Ou bien ici, on parle d'un navire, donc avant c'était un Ro-Ro qui transporte des pièces des avions. Ici, on a un câblier de la compagnie Subsea 7 qui a cassé son record de vitesse en allant surfer sur le Gulf Stream dans l'Atlantique Nord, qui a eu à un moment une accélération par 4 nœuds de vitesse. Ou bien avec un armateur grec ici, avec un vraquier, on a optimisé dans les courants des aiguilles au sud de l'Afrique. Donc, vous voyez plein de cas qui ont fait aujourd'hui chaque 2 semaines, je dirais, en mer avec des navires comme ça. Et on a créé une interface avec des commandants. Je vais vous montrer très rapidement peut-être comment ça marche. Une interface pour qu'ils puissent visualiser ces données, comme a montré Pierre pour toutes les applications globales ou bien les decision makers dans la politique. Ici, on s'intéresse aux gens en mer, même aux gens vraiment qui vont ouvrir cette page sur leur navire avec une connexion par satellite. Et ils vont pouvoir comparer, ici on retourne dans l'Atlantique, une route directe et son impact météo avec une route optimisée, ou bien ils vont pouvoir, comme je vais créer avec vous, définir leur propre route. Donc, je ne sais pas à quel point mon écran est visible, mais je suis en train de planifier une route comme si j'étais en mer.
Ensuite, avec quelques clics, je peux récupérer le forecast du courant, comment ça va m'affecter, ici ça va m'accélérer sur le Gulf Stream, ou je peux bien suivre tout le phénomène météorologique, comme par exemple l'évolution des vagues, ou bien si on a des tempêtes qui se déroulent en mer, etc. Donc, on a créé aussi du logiciel au-dessus de nos données parce que l'accès aujourd'hui à l'époque de Google Maps, vous voyez, à l'époque de toutes ces applications qui sont très simples, qui nous sont proposées par la Big Tech, il faut aussi proposer des choses similaires pour le monde maritime. Et je finis par vous dire que donc, le maritime, à part aussi son aspect de décarbonation, c'est une application qui est super intéressante pour nous, mais la technologie d'Amphitrite, c'est une technologie unie dans le sens de la fusion des données océaniques grâce à l'IA, mais qui a plusieurs applications. À part donc le transport maritime, nous, on a commencé de très tôt, comme chercheurs, on travaillait avec la Marine nationale française. Donc, il y a des applications de défense, je vais vous montrer rapidement. Il y a aussi des applications de protection de notre environnement marin. Donc, en défense, on s'intéresse avec le service hydrographique et océanographique donc de la marine française, mais aussi très récemment avec des partenaires, la marine aux Pays-Bas, avec des contacts de Prime au Canada et en Allemagne, et je l'espère bientôt avec la marine grecque. On s'intéresse à modéliser avec la même technologie d'IA ce qui se passe en subsurface. Alors, pour notre défense des eaux européens, la propagation acoustique et la menace sous-marine qu'il peut y avoir, ou bien des applications environnementales avec la même diffusion de courant. Ici, on est dans le Pacifique, aux côtés des États-Unis, où une énorme concentration de plastique qui est amenée là par le courant. On travaille avec des ONG comme The Ocean Cleanup aux Pays-Bas pour bien les aider à ramasser ces plastiques grâce à la localisation fine avec des données de courant très fins. Donc, vous le voyez bien, il y a tout un tas d'applications. Et nous, Amphitrite, on a commencé si vous voulez, on est une goutte dans l'océan d'applications qu'il peut y avoir. Le monde maritime est vaste, la donnée aussi. Et donc, je pense que le 50 années à venir, on aura vraiment un bouleversement de l'océanographie et les applications qui peuvent en découler. Merci pour votre temps. Ευχαριστούμε πολύ, Ευάγγελε. Αρκετά ενδιαφέρον. Έχουμε πολλές ερωτήσεις, αλλά είπαμε στο τέλος και για το... Merci beaucoup. Les présentations étaient très intéressantes. Nous avons de nombreuses questions pour Pierre et pour vous, mais nous allons les poser à la fin. Giannis, vous avez la parole. Bonsoir. Je voudrais remercier Evie pour l'excellente présentation d'introduction. Mathieu, Catherine, je voudrais vous féliciter pour cette journée. C'est une très belle initiative. Et Pierre et Evangelos pour leur présentation très intéressante. Moi, je vais plutôt me concentrer sur l'IA qui est définitivement entrée dans nos vies, qui a changé notre mode de fonctionnement, de réflexion. Mais dans notre communauté scientifique, l'IA offre des opportunités uniques pour accélérer notre mode d'opération. Et même au niveau quotidien, l'IA peut améliorer la vie des citoyens et peut également prévoir les phénomènes climatiques extrêmes. Dans le département au laboratoire de l'université auquel je travaille de télédétection, nous exploitons les différentes données qui sont collectées depuis plusieurs années, y compris par l'IA, soit pour gérer, essayer de faire face à des problèmes auxquels nous étions confrontés auparavant, mais maintenant nous pouvons les gérer et les résoudre même de manière plus rapide, ou bien pour faire face et résoudre à de nouvelles questions scientifiques qui concernent l'interaction entre les sous-systèmes, les systèmes de la Terre, comme on les appelle, qu'il s'agisse des océans, de la partie terrestre ou
de l'atmosphère ou de l'interaction humaine. Et je vais essayer de vous donner des exemples issus de ces deux catégories. Je commence par la cartographie de l'étendue des eaux en lacs et fleuves sur le territoire grec. C'est un projet qui est financé par le programme de microsatellites. À droite, vous voyez le plus grand lac artificiel du Péloponnèse, Pinios, et qui permet d'irriguer la région d'Ilia et Iliki à côté, qui est le bassin qui donne de l'eau potable à la région d'Attique. Et l'on constate que tous les ans, la superficie de ces lacs change. On suit cela tous les mois dans notre laboratoire. Et donc, dans des périodes de sécheresse, nous avons un niveau d'eau qui baisse ou dans les périodes de pluie, on constate une augmentation. Sur une période de 10 ans, l'étendue de l'eau s'est réduite de 25% dans ces lacs. Et dans le lac Mornos, la situation est encore plus difficile. Le Mornos qui permet d'irriguer la région d'Attique, où nous avons une réduction de ce réservoir de Mornos qui atteint une baisse observée allant jusqu'à 40%. En jaune, vous voyez l'étendue d'eau en 2025 et en vert en 2015. Et le suivi de l'étendue des plans d'eau permet d'obtenir des informations et prendre des mesures en temps opportun, tout comme le programme national de lutte contre la pénurie d'eau qui a été récemment annoncé par le gouvernement pour faire face à ce genre de situation et de phénomènes. Au laboratoire de télédétection, nous nous intéressons, à vrai dire, davantage aux terres et plus précisément aux feux de forêt. Étant donné que notre sujet principal aujourd'hui, c'est l'IA et les océans, je vais essayer par la suite de vous présenter ce qui se passe dans les océans, quelle est la température des océans, les courants, les conditions atmosphériques qui affectent la fréquence et l'intensité des feux de forêt dans différentes parties de la planète. Et je vais vous montrer cela à travers un problème très intéressant qui consiste à prédire le comportement des incendies des semaines, voire des mois à l'avance à l'échelle mondiale. Mais voyons quel est notre objectif. Vous pouvez voir ici sur ce diagramme, sur plusieurs années, à partir de 2012 jusqu'en 2022, nous avons les hectares, les terres qui ont été incendiées au Canada. Nous voulons donc mettre en place un modèle qui permet de prévoir ces incendies. Mais si j'intègre également l'année 2023 dans ce graphique, on constate qu'il y a également des phénomènes extrêmes d'incendie au Canada au cours de cette année. Donc, nous voulons également prévenir et anticiper ces situations extrêmes. Et nous avons vécu ce genre de situation en Grèce. En 2023, nous avions un incendie de forêt à Alexandroupolis qui était le plus grand incendie enregistré jamais en Europe. Donc, la nécessité de prévoir un incendie influe sur certaines décisions, comme sur la décision de la fourniture de matériel, l'allocation de véhicules aériens, les plans d'évacuation et même des interventions qui sont plus actives, comme par exemple les différentes mesures qui peuvent être prises avant la saison plus dangereuse des feux. Que faut-il faire? Il faut dire dès l'avance que c'est un problème très difficile à résoudre, car les différents facteurs qui influent sur le déclenchement et la propagation des feux de forêt sont multiples. Ils sont dus à différents paramètres, la vitesse des vents, la température, et nous avons des incidences sur la végétation et qui sont également liées à l'activité humaine.
Donc, tous ces facteurs s'associent de manière très complexe et non linéaire qu'il est très difficile de modéliser avec des modèles empiriques ou naturels. Et c'est là où intervient l'IA et qui a une avance. Elle a la capacité de montrer quelles sont ces différentes opérations complexes qui s'effectuent sur la terre ou en mer. La première chose donc que nous faisons, c'est de collecter ces données disponibles, les données historiques, les terres brûlées à travers les différentes années, décennies, sur une euh, répertorier les conditions, enregistrer les conditions qui existaient lors de ces incendies, ces feux de forêt. Par exemple, nous avons ici un facteur qui montre la végétation et recueillir ces différents facteurs et ces différentes variables à travers le temps et euh, créer et entraîner un modèle qui est capable de prévoir ces incendies de forêt. Mais est-ce que toutes ces données nous suffisent pour pouvoir prévenir les feux de forêt futurs? La réponse est négative car plusieurs phénomènes sur la Terre ne peuvent être interprétés sur le plan local, mais ils sont liés à différents facteurs qui sont liés avec le temps et l'espace. Et pour vous donner un exemple, nous avons un phénomène atmosphérique dans la partie arctique. Et ce phénomène, quand il commence en janvier, par exemple, il piège le vent dans la partie arctique de manière à ce que ce vent ne puisse être diffusé dans d'autres régions. La température, par conséquent, Sibérie, au début du mois de mars, est plus haute par rapport à la saison. La neige commence euh, à fondre et nous en sommes en été à avoir des feux de forêt très importants. C'est une série donc d'événements qui peuvent expliquer certains phénomènes et ce sont des téléconnexions comme on les appelle. Ce sont des connexions entre la cause et l'effet que l'on voit sur la Terre. Nous avons besoin donc de modèles d'IA capables de comprendre ces différentes interactions, de les identifier. C'est comme si l'on essayait de modéliser le phénomène du papillon, donc quelque chose qui se passe ailleurs et plus loin dans le temps et qui influe ce qui se passe ici et maintenant. Ici, vous pouvez voir un phénomène qui est lié aux océans. Vous pouvez voir ici à gauche une sphère qui montre les variations et les différentes anomalies que l'on constate sur le phénomène pacifique, les phénomènes El Niño et La Niña. Ce sont des variations qui changent l'intensité des précipitations euh, en Afrique et qui font que nous avons une végétation plus riche dans certaines régions. Ces précipitations plus denses et la température fait que nous avons des maladies qui apparaissent comme certaines maladies comme celle que l'on rencontre dans la plaine du Rhin. Donc, les océans sont des systèmes de télécontrôle qui peuvent avoir un impact sur des phénomènes qui ont lieu à des distances très lointaines. Il en va de même avec les feux de forêt. Certains scientifiques ont démontré que
que des grandes fonctions climatiques océaniques sont corrélées aux zones brûlées. À gauche, vous pouvez voir par exemple dans ces rectangles qui différentes données qui montrent la salinité de la Terre et d'autres données qui démontrent qu'il y a un lien de cause à effet avec ces feux de forêt. Donc, les conditions dans les océans, ce sont des facteurs qui peuvent prévoir des phénomènes loin dans le temps futur. On en revient donc à la collecte de ces données et on essaye de mieux comprendre tous ces phénomènes afin de pouvoir modéliser l'impact et on se concentre sur la modélisation de l'impact des télécommunications sous-marines et ce sont des facteurs qui nous permettent de prévoir, d'anticiper les feux de forêt. Vous pouvez voir ici un résultat de nos recherches, des recherches effectuées dans notre équipe. Vous pouvez voir ici les prévisions qui résultent des données avec lesquelles il a été alimenté. En mauve, vous avez la probabilité de terres brûlées due à des incendies. Et dans la première colonne, nous essayons de faire des prévisions, 1 mois et ensuite 2 mois. Et ces différents motifs qui changent dans l'Afrique subsaharienne et dans la région de l'Asie avec le temps répondent à ce qui a lieu en vérité. Donc, en exploitant ces différentes données de l'IA, nous pouvons prévoir dans l'avenir des feux de forêt. Et j'en arrive à ma dernier slide. Tout ceci nous conduit à une nouvelle ère, à l'ère des jumeaux numériques de la Terre. Et une grande partie de ce projet résulte de cette initiative européenne, Destiny, qui est essentiellement une réplique numérique de notre planète, alimentée en temps réel par des données satellitaires et terrestres, et qui combine des simulations de modèles météorologiques et l'intelligence artificielle. Pour moi, l'intérêt, c'est que nous pouvons poser des questions, leur demander ce qui se serait passé si la température était de 2 degrés supérieure et si nous étions intervenus de telle manière sur une certaine matière. Quel serait le risque d'incendie? Donc, ce sont les questions, cette catégorie de questions qui sont et si et qui constituent des outils très importants au-delà des outils d'analyse. Ici, vous avez les différents sites que vous pouvez consulter qui concernent les entités qui nous ont soutenus et certains résultats de nos études. Merci. Nous remercions M. Papoutsis. Yannis, permettez-moi de vous dire que pour nous, les scientifiques qui s'intéressons, qui travaillons sur l'océanographie, sur la planète, pour nous, l'océan est quelque chose de très sensible car très souvent nous ne savons pas ce qui se passe dans ces océans et nous sommes très heureux de voir qu'il y a de tels résultats de la recherche car l'IA peut nous expliquer certains phénomènes et ils nous permettent également de trouver des solutions. Permettez-moi tout d'abord de poser des questions et vous aurez l'occasion ensuite de poser vos questions aux 3 intervenants, y compris Evangelos qui se trouve à distance. Il est toujours là, il nous écoute, donc il va poser à nos questions. Pierre, première question.
Au cours des 20 dernières années, l'Europe a créé un fondement sur l'océanographie très intéressante. De ton point de vue, quels étaient les facteurs pour cette réussite au cours des 20 ans? Et je pense que pour moi, ce qui importe, c'est de voir quels sont les pas futurs pour dans le cadre de ce jumeau numérique de l'océan. Ouais, ok, merci. Il y a 3 choses que je voudrais dire. La première des choses, c'est que même si nous sommes des scientifiques, il ne s'agit pas que de science. Ce qu'on a dit il y a quelques années, c'est qu'on construit un système opérationnel. Pour ça, il faut des ingénieurs, il faut des techniciens, il faut des infrastructures, il faut des investissements colossaux. Et c'est extrêmement important de comprendre qu'on ne fait rien en océanographie sans des grands investissements d'infrastructures. On a besoin de bateaux, on a besoin de calculateurs, on a besoin de satellites, on a besoin de très gros logiciels. Donc on parle beaucoup de science, mais on l'a dit il y a une vingtaine d'années, c'est encore très vrai aujourd'hui, il y a des grandes infrastructures, il y a des grands investissements, et donc il faut qu'il y ait une puissance financière qui aille avec. La deuxième leçon, c'est qu'on a partagé les rôles de façon assez franche. Et je vais juste utiliser, parce que j'ai Evangelos en face de moi, on a dit, il y a un service d'intérêt général qui vous donne la température, les courants, la présence de glace, qui est un service d'intérêt général. Et il y a des services spécialisés qui vont créer de la valeur commerciale ou de la valeur d'usage, comme ici l'exemple qui était donné par Amphitrite. Je ne fais pas concurrence à Amphitrite, je soutiens ce qu'il fait. Et Amphitrite va utiliser et valoriser. Et, voilà. Et ça permet de... Donc, on pourrait multiplier les exemples. Et puis, je pourrais inviter Ioannis avec la science dans le dispositif. Et au niveau océanographie, on s'est tellement bien organisé que tout le monde est allé très vite dans son secteur. Et le troisième leçon, c'est qu'on a toujours vérifié et décrit la qualité de ce qu'on faisait et diffusé au plus grand nombre en réduisant toutes les barrières, c'est-à-dire c'est les mêmes formats, on explique, c'est libre et gratuit en ce qui concerne la partie intérêt général, et on explique et on valorise la connaissance scientifique qui est derrière. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'intelligence artificielle, ces 3 sujets nous obligent à rediscuter. Quelles sont les grandes infrastructures dont on a besoin aujourd'hui pour pouvoir mettre en place des systèmes d'intelligence artificielle qui ont besoin de pouvoir très rapidement apprendre et rétrocéder de l'information? Qu'est-ce qui est important aujourd'hui? On sait qu'on a besoin de satellites, mais on a besoin de calculateurs, on a besoin de cloud, on a besoin de réseaux de très grandes... Donc ça repose la question des grandes infrastructures, éventuellement publiques, et au niveau européen, il y a des questions. Deuxièmement, quels sont les nouveaux produits qu'on va faire? Si Evangelos fait une prévision aujourd'hui, si une prévision à l'échelle globale, qui est mon métier, peut être faite avec de l'IA en 3 secondes, Evangelos va la faire. Il nous l'a montré d'ailleurs. Et il a bien raison, parce que c'est à partir de là qu'il va travailler. Donc, comment les choses se redistribuent et où est la valeur ajoutée de chacun dans le secteur? On est encore en train d'essayer d'apprendre comment ça va évoluer. Et on l'a dit, dans les 2-3 ans, tout va changer. Et enfin, comment on fait pour vérifier? Comment on fait pour mettre de la qualité dans tout ça? Comment on fait pour expliquer? Comment on fait? Qu'est-ce qu'on va vous donner comme information? Hier, moi, je vous donnais une image avec une température ou une carte de courant. Demain, on va vous donner accès à des outils, à des logiciels, à des apps sur votre téléphone. Quels sont les nouveaux produits qu'on va vous donner? Comment on va faire en sorte de vous donner toute la qualité scientifique qui va avec? Donc, on a beaucoup de questions qui sont ouvertes. Et je pense qu'on est assez bien équipé au niveau européen pour réfléchir à tout ça, mais c'est des leçons qui sont assez actuelles. Ευχαριστούμε πολύ για την... Merci pour cette description très détaillée. J'ai une deuxième question. Lors de l'intégration de l'IA dans les systèmes océaniques numériques opérationnels, quel est, selon vous, le principal risque à prendre en compte? Et comment une gouvernance appropriée, telle que la transition actuelle de Mercator Ocean vers ce que tu nous as dit, vers un statut intergouvernemental, peut-elle jouer un rôle décisif pour garantir une utilisation responsable et fiable de ces technologies? Tout à l'heure, je considère que la capacité à transmettre de la confiance dans l'information est primordiale
et que le modèle européen, enfin que l'Europe a une chance inouïe aujourd'hui de se poser comme un espace dans lequel on est capable de proposer une science dans laquelle non seulement on a confiance, mais qu'en plus on utilise. On peut parfaitement imaginer que dans les années qui viennent, on va avoir différents blocs, différents systèmes d'information, différentes propositions qui vont vous décrire la même réalité avec 3 scénarios différents. Et il va falloir que vous soyez capable de décider qui vous allez croire. Et moi, je pense que l'Europe est capable aujourd'hui de proposer au reste du monde un modèle de développement d'une gouvernance des océans, de décision, de connaissance de l'environnement qui soit basé sur une science avec une gouvernance transparente, avec de la science qui est vérifiée, qui est vérifiable, et des outils qui transmettent ça. Et que vous puissiez, si vous avez le choix entre un système 1, 2 ou 3, aller choisir le système dans lequel vous avez confiance et que ce système soit européen. Que ce soit pour du domaine commercial ou du domaine public, je pense qu'on est capable de le faire. Et c'est vrai que la transformation de Mercator Océan en organisation intergouvernementale, qui est dans le domaine public, vous n'avez peut-être pas conscience de ça, mais c'est le maximum possible en termes de gouvernance, doit permettre d'installer ça au niveau d'une protection par les États de ce modèle-là, avec l'Union européenne, qui est quand même quelque chose qui résiste assez bien aujourd'hui à toute la science bashing, à tout le démantèlement de tout le dispositif. Il y a quand même une réaction européenne qui est de très grande valeur. J'espère que cette organisation-là va être un élément pour protéger tout le reste, y compris le développement qui ont été décrits au niveau de scientifique par Ioannis ou au niveau commercial par Evangelos, avec un espace européen qui peut proposer ça et qui ne se résout pas qu'au niveau européen, c'est-à-dire que c'est aussi un endroit où on va pouvoir monter des collaborations, comme on le fait aujourd'hui, avec d'autres pays dans le monde entier, sur des valeurs qui ont été proposées ici. Donc je crois assez à ce modèle-là. Ευχαριστούμε πολύ, Πιέρ. Ευάγγελε, Merci beaucoup, Pierre. Je pense que c'est ton tour, Evangelos. Tout d'abord, je suis très heureuse et je dois dire qu'ici dans la salle, il y a de nombreux jeunes, des étudiants. Tu es vraiment source d'inspiration pour ces jeunes, une source d'inspiration ils doivent suivre leurs rêves, réaliser leurs rêves en océanographie. Je suis heureux que tu fasses partie de l'océanographie, que tu utilises l'IA. J'aimerais donc que tu nous dises quel est le rôle de l'IA, des données, des drones dans l'évolution de l'océanographie, puisque, comme je l'ai dit, je suis océanographe au XXIe siècle. Je réponds en français? Oui, oui. Oui, merci. Et je m'avais commenté que ce qui est intéressant sur notre équipe, déjà, on est une équipe avec une parité hommes-femmes, voire plus de femmes la plupart du temps. Et on est étonné parce qu'on a des environnements tech avec d'autres startups, très souvent, dans la tech, où voilà, il faut chercher l'élément féminin parmi les ingénieurs, parmi les gens qui font de l'IA. Et ce qui se passe, c'est que des gens, comme tu as dit, qui ont un jeune âge, nous contactent parce que je pense, trouvent intéressant l'aboutissement de tout cela. Et aussi, l'idée de la mer, l'idée des océans, c'est une idée qui passionne, ce qui m'a amené moi aussi à aller vers l'océanographie. Voilà, juste pour donner une note inspirante, effectivement, mais au retour à ta question, peut-être, j'aimerais souligner ce qu'a dit Pierre et faire un petit ajout parce que je suis 100% d'accord en disant que la science, et moi j'y proviens, comme Johan, mon équipe vient du monde universitaire, c'est là où on a fait nos premières vraiment innovations qu'on a cherché après à commercialiser. Mais quand même, on n'aurait pas pu faire ce qu'on a fait s'il n'y avait pas une infrastructure derrière. Par exemple, moi je me suis retrouvé à Paris pour étudier l'océanographie. Pourquoi la France a vraiment une telle connaissance des océans? Grâce à plein de choses et une emprise maritime énorme, mais grâce aussi au spatial. Et donc l'accès à l'espace donne une capacité de l'observation de l'océan inédite. Mais à part l'infrastructure classique
qu'on connaît. J'aimerais souligner et ajouter à ce qu'a dit Pierre aussi l'avenant des drones et des drones qu'on voit. Bon, malheureusement, ils sont discutés de plus en plus sur le terrain militaire terrestre, en Ukraine par exemple, etc. Mais qui vont aussi servir à vraiment changer la façon avec laquelle on obtient des observations de l'océan. Je pense que ça a été mentionné pour tout ce qui est la géologie, par exemple, sous-marine, mais tout ce qui se trouve au fond des océans, soit à des profondeurs, on va dire, autour de 0 à 100 mètres, c'est ce qu'on appelle le mixed layer depth, ou bien plus loin jusqu'au grand fond marin, on va obtenir plusieurs ordres de grandeur et d'observation comparé à ce qu'on avait il y a 10 ans. C'est-à-dire qu'on va pouvoir multiplier l'information disponible par des facteurs de millions grâce à des drones qu'on va voir surfer ou plonger sur les océans mondiaux dans les 10 ans à venir. Je suis sûr de cela et comme Amphitrite, on veut s'inscrire à ces tendances et pouvoir collaborer avec les entreprises qui fabriquent, opèrent ou collectent les informations avec ces drones-là. Ευχαριστούμε πολύ. Μια δεύτερη ερώτηση. Γιατί μια Deuxième question. Pourquoi une start-up sur les données océaniques? Quel changement cela peut-il apporter aux opérateurs maritimes? Et permets-moi d'ajouter aux missions océanographiques. Car tu sais très bien, lorsqu'on collecte des données océanographiques en mer, la première chose que l'on constate et de laquelle on dépend pour voir si on va à un endroit ou pas, c'est le temps. S'il ne fait pas beau, il est impossible de collecter de bonnes données. Quel changement est-ce que cela peut apporter donc? Déjà, ces services de routage que je vous ai montrés, on va le proposer à terme à tous les gens de la mer, c'est-à-dire un vraquier qui transporte du blé que je vous ai montré peut l'utiliser, mais aussi un navire de pêche ou bien un navire qui mène une campagne océanographique. Et donc ça, on l'a fait. On a guidé en fait des navires d'océanographes. Mais à part l'optimisation de la route, au moment où nous sommes là, avec la localisation fine par exemple, des structures que je vous ai montrées en mer, nous, on a commencé à les utiliser comme océanographes, en fait. Bien avant de les adresser au secteur du transport maritime, on cherchait à localiser ces structures avec l'image satellite pour aller positionner un instrument au milieu, par exemple, d'un tourbillon, pour ensuite l'observer. Donc voilà, il y a plein de cas d'application de ces images, voire pour des simulations climatiques, quand on veut, par exemple, établir un budget de le transport le transport de flux de chaleur entre atmosphère et mer. On veut aussi prendre en compte la position de toutes ces structures-là. Et peut-être un dernier élément, c'est que ces données-là sont aussi utiles pour la protection de nos démocraties. Et cela, il faut pas le négliger, surtout à l'époque où on vit. Périclès disait que mega rare tistallas kratos, et ça veut dire que la connaissance de l'océan, elle est vraiment importante, où l'État qui l'obtiendra va être un État important. Et aujourd'hui, l'Union européenne a une étendue maritime très importante. La menace, on la voit grandir. Et donc, à part tout ce qui flotte, ou tous les grands équipements qu'on voit venir pour nous protéger, c'est aussi très important et beaucoup moins coûteux des fois d'avoir la bonne information sur le terrain d'opération pour la défense de nos démocraties. Ευχαριστούμε πολύ και Ευάγγελε επέτρεψε. Merci beaucoup. Evangelos, le 16 décembre, je serai en mer
avec de nombreux collègues grecs et étrangers. Donc, nous serons en contact car nous allons poser de nombreux outils dans les fonds de Santorin et ce sera bien de savoir qu'est-ce qu'il faut éviter. Yanis, maintenant, qui est en laboratoire, qui fait davantage d'études en laboratoire et qui étudie notre planète et son comportement. Yanis, quels sont d'après vous, les différents défis auxquels nous devons faire face dans ce genre d'application? Il est vrai que les différentes entités ont appris à fonctionner d'une certaine manière. Il faut donc prévoir un temps d'apprentissage. Le terme clé, c'est pour moi la confiance. Pierre en a parlé, peut-être plus de confiance politique, mais pour moi, je conçois la confiance un peu plus de manière technique, en ce sens que la confiance des agences, confiance en l'exactitude des prévisions, mais également aux différentes étapes qui sont appliquées par un système pour prendre une décision. Car dans notre domaine, nous avons les systèmes neuroniques, mais qui sont très critiqués. Pourquoi? Car ils sont trop sûrs d'eux-mêmes, ils sont très sûrs d'eux-mêmes. Par exemple, les modèles de prévision des feux, des incendies de forêt, si on leur dit que demain nous aurons 60 degrés, une température de 60 degrés en Attique et 120 euh, d'humidité, le modèle ne va pas s'y opposer. Il va nous donner un résultat, même si c'est impossible. Donc, pour pouvoir nous avons besoin de modèles qui, au-delà des prévisions, doivent être capables de dire s'il y a une probabilité et dire que voilà, ici, il y a un risque élevé d'incendie ou je ne suis pas très sûr. Deuxièmement, les différentes agences et notamment les différentes instances, entités opérationnelles ne se limitent pas à des prévisions basées sur l'IA. Ils veulent savoir pourquoi ce modèle nous a donné une telle prévision et pas une autre. Et là, vous avez une série de méthodes qui appartiennent à cette catégorie d'IA qui est explicable et qui essaye de dire pourquoi nous avons de telles prévisions et pas d'autres. Car il est important qu'une prévision soit correcte pour les bonnes raisons. Et quelles sont ces bonnes raisons? Ce sont peut-être des raisons qui se conforment à des lois rationnelles, à des lois de la physique. Et si ceci n'est pas le cas, nous devons aller de nouveau au laboratoire et créer ce genre de modèle qui respecte les lois, ces lois. Et si je me trompe, Pierre a parlé de la pêche dans l'océan Pacifique. Un tel exemple, par exemple, est que lorsque nous créons un modèle de l'IA qui essaye d'identifier des régions où nous avons une concentration accrue de thon, si ce système, si nous déduisons pas les différents bateaux de pêche de ce modèle, il va suivre peut-être les bateaux de pêche et non pas la vie en mer. Je pense que le chemin est long pour ce qui est de la confiance envers l'IA et ses différentes instances. Deuxièmement, on constate et l'on voit que ChatGPT fait partie intégrante de notre vie quotidienne. Nous avons les étudiants, par exemple, dans les amphithéâtres, lorsqu'on leur dit quelque chose, ils vont vérifier sur ChatGPT. Donc, la technologie change notre façon de travailler. Comment cette technologie interprète ou est perçue par un scientifique qui étudie le système terrestre comme toi? L'exemple de ChatGPT est très intéressant car c'est un modèle fondamental qui a
été formée sur une donnée immense de données. Et ce qui est très important, c'est qu'elle peut répondre à de nouvelles questions inconnues jusque-là. Cette capacité de répondre est sa force. Dans notre domaine, et je pense des scientifiques qui étudient le système terrestre, nous voulons créer un chat GPT équivalent pour le système terrestre, en exploitant toutes les données disponibles qui nous viennent des satellites, des différents modèles, des systèmes qui récoltent des données dans les océans, et de former un modèle fondamental qui concentre cette information, des informations liées sur les interactions très complexes qui ont lieu sur le système terrestre. Et ceci nous permettra de créer de nouvelles applications semblables à celles de ChatGPT. Pour conclure, je dirais que c'est ce qui nous permet, avec un modèle fondamental, de répondre à la question « et si ?» Et si l'on faisait ceci ou cela? Donc, on peut libérer l'imagination humaine, imaginer des mondes futurs et voir comment pourrait évoluer notre monde sous certains scénarios. Merci, c'est très intéressant. C'est l'exemple que je vous ai donné. Nous allons en salle, dans l'amphithéâtre, une question est posée par un étudiant, directement un autre étudiant répond que voilà, sur ChatGPT, on lit ceci ou cela et on nous pose la question si nous sommes d'accord. Nous avons encore un peu de temps pour nos auditeurs. Vous pouvez poser vos questions à nos intervenants, excellents intervenants. Καλησπέρα σας, κύριε Παπουτσή. Monsieur Papoutis, bonsoir à tous. Je peux parler en grec? Oui. Là, ce qui relie les océans et les feux de forêt m'a paru très intéressant. D'après votre expérience, quel est ce mécanisme où la température dans les océans peut provoquer euh, des feux de forêt quelque part? Merci. Il m'est un peu difficile d'y répondre car je ne suis pas océanographe. Je suis ingénieur et pour être sincère, pour moi, c'est un peu de la magie. Les modèles dont je vous ai parlé nous ont vraiment impressionnés lorsque nous sommes capables d'intégrer ces différents ces facteurs qui permet à ces modèles d'avoir des capacités de prévision. Ce sont toutes ces interactions très synthétiques qu'il m'est très difficile d'interpréter. Et même en se basant sur la littérature, on constate qu'on est encore à l'étape de la corrélation. Il y a par exemple des changements au niveau de la mer qui, après un certain temps, ont pour résultat des incendies. Mais le mécanisme, on l'ignore actuellement. On ne peut encore l'interpréter, ou du moins pour ce qui me concerne. Merci. Autre question? Caterina? Tout d'abord, je suis vraiment impressionnée. Je voudrais poser une question à M. Papoutsis. Vous avez dit qu'actuellement, toute notre planète fonctionne comme un système, au point où ce phénomène du papillon est véritable. Lorsque les scientifiques nous en parlaient, on pensait que c'était excessif. Cette étude, elle en est où?
est-ce qu'on peut avoir accès aux résultats de cette étude et si ces résultats sont utilisés, par exemple, sont pris en compte par les politiques lorsqu'ils veulent, par exemple, heu, faire un parc éolien? Pour répondre par la fin, dans le laboratoire de télédétection à l'université, nous avons mis en place, créé différents systèmes de prévision. Nous avons des modèles qui essayent de prévoir, par exemple, les événements du lendemain ou 2 jours, après et qui tiennent compte, des conditions de la végétation, du climat, de la température et des activités anthropiques. C'est un système plus mature, plus développé et qui est à l'étape pré-opérationnelle, au centre opérationnel. Je dirais qu'il est plus mature en ce sens qu'il a été co-formé avec, avec le service des pompiers. Ceci, s'est fondé sur une idée dans notre laboratoire après plusieurs discussions, une idée folle au début que l'on a soumise à l'agence, à une agence européenne sur l'espace qui a été approuvée. Nous avons vu en pratique que ceci pouvait être intéressant. Tout ceci, ce sont des données ouvertes, accessibles, mais ce que l'on vient de, discuter, a intéressé une société qui veut, exploiter ces résultats sur le plan opérationnel, car cette société a des clients en Californie et ailleurs et qui souhaite avoir des prévisions à long terme. Απλά ήταν η κυρία που ήταν δίπλα. Ωραία. Εντάξει, να δώσουμε το λόγο σε εσάς λοιπόν. Απλά δώσαμε προτεραιότητα στην κυρία. Nous avons donné la priorité, explique-t-on, à madame. Ευχαριστώ. Το δικό σας μοντέλο έχει ενδιαφέρον. Votre modèle est très intéressant, car ce que vous avez dit peut être décuplé. Lorsque vous avez une prévision selon laquelle il y aurait, des feux de forêt, des mesures peuvent être prises auparavant, pour réduire le risque. Par rapport à ce que vous avez dit, aux océans, il y a des études à Séoul, par exemple, qui commencent, par les zones vertes pour réduire les températures dans la région et réduire le risque des incendies, des feux de forêt. Par exemple, également sur ce qui a été dit par madame sur, Santorin. Il serait intéressant de voir quel est l'impact des courants, sur le bateau qui est, submergé, coulé. Et sur ce que monsieur Moskos a dit, quel est le taux d'impact sur la réduction des courants maritimes? Ευαγγέλη, θέλεις να απαντήσεις, να ξεκινήσουμε με το τέλος? Gélis? Un bateau, c'est une goutte dans l'océan, donc le bateau n'est pas, affecté. Mais il est infecté lorsqu'il y a des carburants qui sont jetés en mer. Là, l'océan, les courants sont, impactés, mais à part cela, ils ne sont pas impactés. Vous dites que vous n'effectuez pas d'études sur cela, car il serait simple avec vos modèles de calcul de voir quel serait l'impact.
Nous avons dit la même chose pour les poissons. Ils sont nombreux, donc ils ne vont jamais disparaître. Merci. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να σας Merci. J'aimerais également vous féliciter à mon tour. Les présentations étaient excellentes, impressionnantes même. J'aimerais poser une question à Monsieur Bayrel. Si Mercator Ocean collabore ou a des synergies avec tout cet ensemble de l'aménagement, cette famille de l'aménagement maritime, est-ce que vous avez des échanges, des collaborations? Je dis cela car je suis expert en Méditerranée orientale pour la plateforme européenne de l'aménagement maritime, notamment le mécanisme d'assistance. Et j'ai soumis certaines propositions. Je faisais partie de Ocean 24, mais lorsque l'accord sur l'intergouvernemental à Nice a eu lieu, je n'étais pas présente et je me demande si l'on peut avoir des données plus fiables, car jusqu'à présent, ces données sur l'aménagement maritime sont statiques. Ceci n'est pas valable pour tous les pays, mais je pense qu'en Grèce, nous avons un retard et j'aimerais savoir comment vous pourriez y contribuer. Merci. Donc on a une capacité à décrire l'environnement marin. Donc on a effectivement, comme vous le notez, de façon dynamique, une capacité à proposer une vision de l'océan sous toutes ses dimensions et sous toutes ses variables. Donc je l'aurais dit, mais c'est la question environnementale qui est de la physique de l'océan, la biogéochimie pour aller vers le vivant, etc. Et en fait, ça nous occupe beaucoup de faire ça. Et dès qu'on rentre dans un système spécialisé, on va toujours aller travailler avec des intermédiaires. Donc on va travailler avec des intermédiaires, par exemple, du secteur maritime, des intermédiaires du secteur des énergies marines renouvelables. Et à ce moment-là, on identifie le groupe d'organisations qui travaillent dans ce secteur-là. On partage toutes les informations qu'on a et eux vont les porter dans leur domaine. On a aujourd'hui une stratégie qui est assez claire de ce point de vue-là. Donc, que ce soit pour le domaine commercial, que ce soit pour le domaine gouvernemental, le domaine des grandes décisions politiques ou le domaine scientifique, c'est la même chose. C'est-à-dire que dès qu'on a une grande simulation des données, que ce soit en temps réel ou que ce soit des simulations qui ont été préparées depuis un moment, on les partage et on les prépare et on ouvre un dialogue avec cette communauté. Donc, je ne suis pas sûr de connaître exactement le point qui vous intéresse, mais je serais très heureux d'en discuter après la conférence. Ce que je sais, c'est que le numérique, aujourd'hui, nous permet de connecter des mondes qui auparavant ne se parlaient pas, ou assez peu. Et moi, j'appartiens au monde de l'environnement physique, donc, OK, je vous parle de la température et des courants pendant des heures, mais le monde du maritime et des bateaux, par exemple, était assez loin. Le monde des poissons et des biologistes était assez loin. Et aujourd'hui, on interconnecte ces deux mondes, donc on peut faire de la planification des espaces maritimes. Je vous ai montré des cartes où on voit des courants, de la température, mon domaine, avec des câbles sous-marins, des parcs d'éoliens, etc. Et donc on commence à planifier l'impact des activités humaines sur l'environnement et réciproquement, et ça ouvre des discussions. Et on peut le faire à différents niveaux. On peut le faire à un niveau très opérationnel, très technique, très scientifique. On peut le faire à un niveau intergouvernemental. On peut le faire dans le cadre de grandes conférences ou on peut le faire dans le cadre d'ateliers. On est venu, par exemple, à Athènes il y a quelques années pour discuter avec tout le secteur de l'aquaculture, qui est un secteur spécialisé. Nous, on est arrivé avec des données, des services, des informations et la volonté de les partager et de regarder comment ça pouvait être utile. Et donc, on a passé 2-3 jours avec des gens avec un métier très différent du nôtre pour créer ce lien et ensuite
ils sont autonomes pour leur façon de faire et on fournit ce service. Donc on multiplie ce genre de choses. Donc je serais très intéressé de discuter avec vous, de voir s'il y a quelque chose de plus à faire dans ce secteur. Merci. Εύη, νομίζω έχουμε χρόνο ακόμα για 2 Ναι, ναι, ερωτήσεις. μια. Nous avons un peu de temps pour écouter 2 questions. Félicitations aux intervenants pour leur présentation et pour les choses très intéressantes qu'ils ont partagées avec nous. Ils nous présentent un nouveau champ, l'océanographie, je dois dire. Je suis Sérafim Pouros, professeur d'océanographie et de géographie naturelle à l'université d'Athènes, même département que Madame Nomikou. Et par le passé, nous avons collaboré ou nous avons essayé de collaborer avec Madame Kivelou qui nous a parlé d'aménagement maritime. Tous les exemples que vous nous avez cités se concentraient sur ce qu'on appelle l'interaction air-mer. Ma question est la suivante. Est-ce que vous avez également fait des études sur l'interaction entre la mer et sur la terre, sur les côtes? Avec l'érosion, nous avons le plateau continental où nous avons des nouvelles opérations et les eaux profondes où là, nous avons la convergence ou pas des différentes plaques avec tous les phénomènes sismiques. Est-ce que vous avez fait des études également dans ce sens? Vous avez approfondi dans ce sens? Alors oui, c'est vrai qu'on travaille beaucoup aux interfaces avec d'autres composants. Il est très vrai qu'on travaille beaucoup avec l'interface entre l'atmosphère et l'océan, mais on fait aussi, et j'ai montré quelques exemples, l'océan et le vivant. On peut faire aussi l'océan et la glace, et l'océan et la terre, c'est-à-dire tout ce qui est l'interface dans les zones côtières et littorales. C'est un secteur qui est extrêmement important pour nous et qui nous occupe beaucoup pour arriver à comprendre comment on peut, avec une information qui vient du grand large, donner une information utile à celles et ceux qui travaillent de façon spécialisée sur une zone côtière ou littorale, qui rentrent dans un secteur d'activité qui est une spécialité assez différente, parce que comme vous êtes professeur d'océanographie, vous le savez mieux que moi, on rentre dans un niveau de détail et un niveau d'observation qui exige d'avoir des connaissances assez différent de ce qu'on peut voir dans le grand océan. Mais nous, on fournit des conditions aux limites de ce qui se passe ici et des conditions initiales pour pouvoir démarrer des systèmes d'information qui sont très locaux. Donc on le fait de plus en plus. Et au fur et à mesure que la science évolue, on voit aussi les frontières qui évoluent, parce qu'il y a aujourd'hui, par exemple, au niveau des images satellites, on a des processing qui sont faits à l'échelle globale et qui permettent aussi de proposer directement des observations intéressantes sur les zones côtières qu'on va aussi proposer en information. Mais il y a une dimension aussi géopolitique à ça, c'est-à-dire que quand on rentre là-dedans, moi je travaille avec un service européen. Il y a un principe de subsidiarité qui est important, c'est-à-dire que quand on rentre dans des eaux territoriales, on a généralement un service spécialisé au niveau national ou au niveau local avec lequel on travaille, qu'on soutient. Et évidemment, on n'intervient pas dans ce secteur de jeu. Donc c'est encore une des questions qu'on se pose aujourd'hui, c'est quel type d'information au niveau européen on doit fournir pour aider au développement d'une surveillance opérationnelle et d'une aide à la décision au niveau local et au niveau littoral et au niveau côtier, pour gérer des interfaces qui sont là où la grande concentration des questions se pose. Quel est le service de niveau européen qu'il faut mettre en place pour pouvoir soutenir? Et je voudrais pas insister trop, mais c'est pour ça que c'est tellement important d'avoir une organisation intergouvernementale avec tous les gouvernements qui sont là pour expliquer ce qu'ils veulent. Parce que la demande en termes de zone côtière et littorale de la Grèce va être assez différente de la France ou de la Finlande. Et donc, on va être obligé d'avoir une discussion au niveau d'un consensus, on va établir quelque chose et on va comprendre de quoi il s'agit. Mais
Ça, c'est vrai pour le service opérationnel. Au niveau scientifique, les frontières sont beaucoup plus poreuses et c'est très bien. C'est-à-dire qu'on a des équipes qui travaillent aujourd'hui à Mercator Océan avec des gens qui font du côtier et du littoral, qui remontent dans les rivières. On regarde l'influence des rivières sur le grand océan. Et donc, on a la chance au niveau scientifique d'avoir des collaborations qui sont très poussées ici. Και μια τελευταία ερώτηση. Ναι. Dernière question. Bonsoir, merci à tous les intervenants qui nous ont présenté tout cela, à nous qui ignorons ces questions. Question à M. Papoutsis. Actuellement, le problème que vous essayez de modéliser se fonde à des problèmes d'algorithme ou manque de puissance, vous avez dit? Un problème de puissance d'ordinateur. Est-ce que les ordinateurs ne sont pas suffisamment puissants pour traiter ces données? Non, je ne dirais pas que c'est un problème d'ordinateur et de puissance d'ordinateur, car pouvoir résoudre ces problèmes sur le plan mondial, nous avons tenu compte de certains principes. Étant donné que les variables nous change toutes les demi-heures. Nous avons des échantillons toutes les semaines, par exemple, qui permettent d'entraîner nos modèles. Le problème n'est pas une question d'ordinateur et de puissance d'ordinateur. Avec ce que nous avons en laboratoire, ceci nous suffit. Et je dirais même que même les algorithmes, ce n'est pas vraiment un problème, même si là, nous y travaillons beaucoup. Je pense que l'innovation de notre travail, c'est d'essayer d'associer tous les variables que je vous ai citées, qui représentent des phénomènes différents, mais qui ont une interaction. Traditionnellement, on tenait compte de certaines variables locales. Envisager le monde comme un système global, c'est une approche plus innovante qui conduit à des résultats scientifiques plus intéressants. Merci. Nous remercions nos éminents intervenants, Pierre et Vagelos Ioannis. Nous remercions l'Institut français de Grèce pour son hospitalité, pour ces journées excellentes avec vous, pour l'organisation. Merci Catherine. Merci Evie pour tout le travail et pour les efforts consentis. Je vous remercie tous et toutes de votre présence et certains étiez là lors des conférences précédentes. Il faut savoir que cette fête de la science était certes une fête, mais c'était également un espace de connaissance et d'inspiration. Et nous l'avons vu avec Eve tout au long de ces 3 semaines avec les ateliers, avec les séminaires. Et nous l'avons vu également lors des événements artistiques et scientifiques, car l'art a vraiment ému notre public. Le public nous a remerciés. Nous poursuivons demain avec Hackathon. Nous avons de nombreuses personnes qui s'y sont inscrites et des groupes scientifiques vont se créer dans différents domaines scientifiques et vont tenter de répondre aux défis, aux enjeux en Méditerranée et pour les océans. Nous espérons que vous avez eu l'occasion d'assister à plusieurs de ces rencontres et vous pouvez voir la suite de notre programme sur notre site. Sur YouTube, vous pouvez voir également toutes les interventions. Nous remercions les techniciens et les interprètes. Nous vous remercions. Merci. Très bonne soirée, suite de soirée.